Amis du prototyping, bonsoir. Alors, nous allons attaquer notre troisième vidéo pratique sur le prototyping. Et ce soir, on va apporter un truc qui est très important, à savoir donc le câblage des plaques. On a vu comment choisir les pistes, comment choisir la plaque. Maintenant, on va regarder les différentes façons qu'il y a de relier ces pastilles entre elles. Faut savoir qu'il y a plusieurs techniques à ma connaissance, il y en a même d'autres que je connais pas. Il n'y en a pas vraiment forcément une bonne et une mauvaise. Il y a juste des avantages et des inconvénients sur chaque méthode, et il y a aussi des choses où il faut faire un petit peu attention, que comme je vais vous le montrer, on peut avoir de très mauvaises surprises dans certains cas. Cette vidéo, on va vraiment parler quand même des trucs de base, Je ferai d'autres vidéos plus spécialisées sur des pistes, par exemple pour faire attention qu'il y ait de la haute tension, du fort courant, des choses comme ça. Pour l'instant, on va vraiment dire le câblage de base. Le câblage de base qu'on peut faire ici, c'est déjà faire des ponts de soudure. Alors comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, avec des pastilles comme ça qui sont très proches, ça le fait relativement bien. Et j'ai déjà fait des circuits carrément en fait en faisant des pistes comme ça, en reliant en fait des îlots de soudure. Alors c'est bien et pas bien. Le fait de faire ça, ça bouffe énormément de soudure. Des fois c'est pas très pratique et il faut vraiment avoir des pastilles où ça le fait bien. Sur un circuit comme celui-là, double face, trou métallisé, vous oubliez, ça ne marchera jamais. Je vous l'ai expliqué, ça pompera de la soudure dans les trous. Et déjà sur des pastilles rondes, c'est très difficile. Enfin donc il y a des fois cette technique-là, sachant que dans tous les cas, on essaie toujours des fois de faire des connexions. On place les composants, les choses quand même de façon à ce que ça le fasse bien. Après, dans les techniques qu'on peut utiliser, il y a d'utiliser du fil pour faire les connexions. Alors il y a différents types de fils, qui est plus ou moins gros. Moi j'ai déjà l'habitude souvent pour faire les connexions de masque, les alignes comme ça, de prendre de ce fil là. Alors c'est quoi ce fil? C'est du fil monobrin, on trouve ça dans ce qu'on appelle de la perte téléphonique. Ça on en trouve à batafonner, même si maintenant on voit peut-être moins qu'avant, mais enfin c'est du fil comme ça monobrin. Et qui a déjà un avantage, c'est que là on voit qu'il n'est pas droit du tout, mais pour faire quelque chose de propre, je vais vous montrer la technique, c'est super simple. On prend deux pinces comme ça, on chope le fil entre les deux pinces et on tire un peu fort, jusqu'à temps que ça casse généralement, mais voilà, on voit maintenant qu'on a un fil ici qui est particulièrement droit. Et ici, on peut après très facilement le plier, lui donner des formes de pistes, des choses comme ça par exemple, et le mettre pour lui faire toutes les connexions complètes. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, surtout au début pour faire les masses ou les choses comme ça. On le voit ici par exemple sur ce circuit que je suis en train de faire. J'ai ici fait toutes les masses à peu près comme ça. Alors là il y a une astuce aussi, c'est que si on met des fils, si on pose pile poil sur les trous, on ne pourra plus mettre de composants après. Donc typiquement moi les masses que je mets sur le côté ici, je positionne le fil juste à côté des trous, et je le soude comme ça par plot, ce qui permet après de mettre des composants pour faire ça. Donc avec ça en fait on peut faire des pistes, c'est assez rigide, ça se manipule bien. Par contre bien sûr c'est pas isolé, donc faut pas que ça se touche. Ensuite ce qu'on peut utiliser, parce que ça c'est comme du fil assez gros, on peut utiliser du fil comme ça dénudé, mais qui est beaucoup plus fin. Alors typiquement il y a ça. Alors ce fil là il vient d'un truc qui se vendait dans le temps, ça a eu son heure de gloire, je crois que ça n'existe plus maintenant, un truc qui s'appelait circuit graphe, où l'idée c'est qu'il y avait des plaques comme ça sur lesquelles il y avait pas de plastique cuivré, et c'était une sorte dont on mettait les composants dessus puis on les wrappait plus ou moins, et en fait on dessinait, c'était un peu autocollant, on dessinait en fait les pistes d'un circuit imprimé avec ce fil là. Bon, moi j'ai jamais trop utilisé ce système, mais j'ai gardé quelques bobines de fil, et en fait on voit c'est un fil qui est très fin, je sais pas si on le voit bien parce que il est vraiment très fin, c'est un fil très fin qui est étamé, et ça permet des fois de faire des connexions, mais c'est pareil, il est pas isolé, donc faut faire attention. Mais très souvent quand on met ici des composants, ça va permettre de les relier. Alors ça on ne trouve pas facilement, mais ce qui est intéressant c'est que ce fil là on n'en a pas besoin d'en avoir des kilomètres. Donc si on veut du fil fin très facilement, on prend n'importe quel fil électrique qu'on voit comme ça multibrin, on le dénude et on prend ici un brin, vous voyez ici je pourrais faire déjà un paquet de connexions avec du fil de cuivre comme ça. Et pareil, c'est la même technique, si on veut le rendre un peu droit, c'est assez facile avec une pince, là on voit de le tirer et tout de suite il est droit, on peut le faire. Donc ça on va dire, selon l'épaisseur du fil, c'est la même technique, on peut mettre ça. Mais bien sûr, ici, pas question de faire des croisements, on va souder les composants comme ça. Alors ensuite, autre technique,
que j'ai pas mal utilisé et que j'utilise moins maintenant, mais que j'ai beaucoup utilisé, bah en fait c'est d'avoir du fil comme ça émaillé, qui sert à faire des bobinages, donc qui est isolé par un vernis. Mais souvent ces vernis ils sont thermosoudables, c'est-à-dire que quand on les chauffe suffisamment, le vernis fond et on peut souder le fil. Alors celui-là c'est sans doute le meilleur que j'ai. Pour info, il vient d'une sonnette d'un vieux téléphone, enfin les téléphones S63 là. Il est pas mal, alors il n'est pas très épais, mais il fonctionne bien. Maintenant, ce fil-là, il faut quand même se méfier, et c'est des fois relativement fragile. En fait, plus il va être gros, hein, là on en voit un qui est plus gros, plus par contre, il a l'énergie thermique, donc souvent, faut le chauffer très longtemps avec le fer pour faire fondre le vernis, et finalement, c'est pas forcément pratique. Enfin, j'ai câblé des systèmes à microprocesseurs complets avec cette technique-là, et ça marche pas mal. Donc voilà, un petit peu pour ça. Maintenant, ce que j'utilise le plus, en fait, bah, c'est du bas de fil à wrapper. Hein, donc voilà, si certains ont été sur mon site, hein, je m'étais fait un distributeur, donc là j'en ai les 8 couleurs. Donc ça c'est des bobines qu'on trouve très facilement en Chine. Pour compris, ça coûte dans les 8 euros, je crois qu'il y a 300 mètres. Bon, honnêtement, avec 300 mètres, on en a pour un moment. C'est normalement fait pour être wrappé, mais le wrapping, on va pas en parler ici, mais bon, j'en ai fait aussi beaucoup, mais j'aime pas trop ça. Mais là, c'est un peu la même technique. Une fois qu'on veut faire des connexions qui ont besoin de se croiser, eh ben, on va prendre un bout de fil, on va le dénuder. Alors c'est possible avec l'outil qui va bien, ça je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est vraiment l'outil idéal pour dénuder un fil de wrapping. Et ensuite, on va le souder en fait d'un point à un autre. Alors là, il y a plusieurs choses à faire attention. Il ne faut pas le faire trop tendu, parce que s'il est trop tendu, dès qu'on va faire des connexions entre, bah, ça va pas être terrible. Il ne faut pas non plus faire trop lâche, parce que bah, c'est pareil, s'il y en a trop, c'est un peu trop long. Là, avec l'habitude, on trouve relativement. Et c'est comme un fil qui est relativement fragile. Sur une fois qu'il est soudé, il ne faut pas trop le manipuler, parce que sinon, il va casser. Ces circuits-là, que ce soit avec du fil comme ça ou ça, moi souvent quand ils sont finis, je mets un coup de vernis dessus, hein, ça colle tous les fils et ça bouge plus. Par contre, bien sûr, c'est plus difficile à modifier ou à dépanner. Alors, comment on fait avec du fil de wrapping quand on veut faire plusieurs connexions comme ça? Alors là, il y a plusieurs techniques. Soit on le dénude un peu au milieu, mais souvent ça marche pas très bien. En fait, ce que je fais, moi, c'est que je le dénude. Par exemple, je fais deux bouts de fil comme ça qui vont être dénudés, je les tortille. Je mets un point de soudure dessus, je les coupe, et puis bah, je fais tout bêtement le système. Ici, typiquement, on voit que j'ai utilisé un peu dans ce circuit-là, je sais pas si on voit bien, mais un peu toutes ces méthodes en fait. Là, on voit que j'ai fait les masses avec du fil comme ça. Après, là, j'ai utilisé des ponts de soudure, et là, j'ai utilisé du fil à wrapper. Alors après, la méthode dont j'ai pas parlé, qui est sans doute la plus naturelle, mais sur laquelle il faut se méfier énormément, bah, c'est d'utiliser des queues de composants. Alors pourquoi c'est une bonne méthode et une mauvaise méthode? C'est une bonne méthode parce qu'elle est évidente, puis je veux dire, elle paraît super facile à faire. Et on va voir que c'est une mauvaise méthode parce qu'elle a un super défaut. Alors démonstration, là, je vais mettre cette résistance là, je prends mon super outil à plier les résistances, voilà, je la mets ici, toc, je mets ma résistance à sa place, et ici je plie la pâte joyeusement, et je m'en sers pour faire une connexion. Et là on se dit bah voilà super, j'ai pas besoin de prendre des bouts de fil, c'est comme ça. Le seul problème qu'il y a, et c'est pas un petit problème, c'est que ce truc là, imaginez que cette résistance là, pour X raison, il faut la changer, il faut la dessouder. Là ça va être mortel. Pourquoi ça va être mortel? Parce que une fois que ça c'est plein de soudure, si on veut le dessouder, bah bonjour, il va falloir aspirer la soudure, éventuellement recouper, enfin ça va être un vrai charcutage. Donc l'idée, c'est d'utiliser ça, je dis pas que je l'utilise pas, mais on va dire que sur des composants où on est quasiment sûr qu'on va pas besoin de les changer. Or, quand on prend un montage, il y a certains composants où on sait quasiment que les chances de les changer sont très faibles. Je sais pas, une résistance de 1 kΩ sur un montage alimentant en 5 volts, même si elle est en court-circuit et tout, je veux dire, elle va quasiment pas chauffer. Enfin, ça serait vraiment pas de chance qu'elle soit détruite. Alors que, je sais pas moi, un transistor, un condensateur électrochimique dans une allumette à découpage, il y a quand même des choses qui peuvent changer. Donc là, en gros, la technique elle est simple, c'est que quand on fait un montage, on regarde les composants où on se dit ceux-là, je pense que je les changerai jamais, et je prends le risque éventuellement de plier les pattes. Les autres, eh ben je prends pas ce risque, et je les soude droit, sachant que bah, si j'ai besoin de les dessouder, bah, ça sera quand même beaucoup plus simple, même si c'est un peu plus embêtant à câbler.
Alors, je ferai une autre vidéo aussi pour parler des supports, pas que des supports de circuits intégrés, des supports en général, mais bon, je ferai ça dans une autre vidéo. Mais l'idée c'est ça, c'est mettre les composants sur support si on peut les changer, mais vraiment, avant de plier les pattes, posez-vous toujours cette question-là, parce qu'on regrette. D'ailleurs, ceci dit, indépendamment de ça, quand on câble un circuit imprimé conventionnel, moi je sais que je les plie jamais les pattes. Je sais que c'est facile, parce qu'on les met, on les plie, on retourne le circuit, les composants ils tiennent. Mais pareil, si on veut les changer, c'est l'enfer. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets, je mets une mousse dessus, je me débrouille, je trouve toujours une astuce ou mon doigt carrément pour les tenir, et je fais ça. Petite astuce d'ailleurs, maintenant qu'on a souvent des circuits double face, une fois qu'on a mis le composant, on peut très bien mettre un petit point de soudure par le haut, juste pour le tenir, ce qui permet après de bien sûr, on peut faire des straps comme sur des circuits par au-dessus. Non, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc un truc quand même que je fais des fois, quand j'ai beaucoup de circuits logiques sur une plaque, par exemple comme ça, je vais les positionner par exemple comme ça, et on voit que le circuit il est très légèrement surélevé avec des supports comme ça, ce qui fait que rien n'empêche on le voit passer un fil sans toucher en dessous. Donc ce que je fais généralement par exemple, ça va être des sortes de bus. Typiquement voilà, je vais mettre du fil comme ça. Bon là je fais ça un peu comme un goret, mais enfin c'est histoire de vous montrer. Voilà, on peut le mettre comme ça. Et ici, hop, on repiquera en fait d'un fil à l'autre. Et on se fera une sorte de bus comme ça, avec par exemple le plus ici et le rail négatif. Éventuellement on peut même caser les condensateurs de découplage ici, soit devant au ras ou là. Et ça c'est pas mal parce que ça évite d'avoir des grands rails comme ça de fil en dessous. Et ça permet éventuellement de faire plus de connexions. Donc ça peut être un truc sympa et ça fait des rails. On mettra un condensateur chimique là sur chaque rangée. Un truc que j'ai souvent fait quand j'avais beaucoup de circuits logiques, des rames dynamiques dans le temps, des trucs comme ça. Voilà pour ce nouvel épisode qui parle vraiment un petit peu plus du câblage. Dans la prochaine vidéo, justement, je vous parlerai des supports. Je vais continuer la série, il y a encore beaucoup à dire sur cette technique du prototypage. En tout cas, bonsoir, merci beaucoup de l'attention que vous portez à cette série, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.